tous, merci d'être présents pour la première conférence de cette deuxième journée de la semaine des rencontres économiques. Encore une fois en petit comité, mais c'est pas grave, ça permet bien souvent des meilleurs échanges avec l'intervenant ou les intervenants derrière. Donc aujourd'hui, on accueille Thierry Brosse, qui est analyste à la Société Générale et spécialiste des marchés gaziers, entre autres. Et il va nous parler un petit peu du gaz de schiste et de ses conséquences, notamment sur les marchés européens. Sans plus attendre, je lui laisse la parole. Bonne conférence à tous. Merci. Merci pour l'invitation. Alors effectivement, je vais vous proposer une petite vingtaine de minutes de présentation et puis ensuite, effectivement, je serai tout à fait partant pour le jeu des questions-réponses. Alors, quand on parle de gaz de schiste, effectivement, c'est aux États-Unis que ça a commencé. C'est aux États-Unis que la révolution a eu lieu. Ce qu'on oublie, c'est que finalement, cette révolution, vue de notre côté, on en parle beaucoup dans les journaux, mais c'est une révolution finalement un peu passée. Alors, ce que vous voyez sur ce graphe, c'est la production totale de gaz, c'est la courbe bleue continue, aux États-Unis. Et alors, ce que vous voyez, effectivement, c'est avant 2005, on était sur une production gazière qui était en forme de plateau. On parlait même de peak oil ou de peak gaz. Donc, tous les analystes pensaient que la production gazière américaine en particulier allait baisser et on pensait que les États-Unis seraient des importateurs nets de gaz. Et puis ce que vous voyez sur la petite courbe plus bas en pointillé, c'est le gaz de schiste, c'est cette production de gaz de schiste qui croît de façon exponentielle sur la période 2004-2012 et qui fait que la production totale de gaz aux États-Unis repart à la hausse. Alors c'est un peu du passé parce que vous voyez finalement que cette production de gaz de schiste, elle a un peu tendance maintenant à atteindre un plateau. Alors, après, effectivement, c'est toujours, les analystes regardent les chiffres et puis ensuite on essaye de deviner la suite. Mon analyse de ce plateau, c'est qu'effectivement, les prix ayant été très bas aux États-Unis, les sociétés gazières ont essayé de redimensionner leurs investissements pour se tourner vers quelque chose d'aujourd'hui plus profitable, qui est le pétrole de schiste. Alors, si vous regardez le pétrole, donc même analyse, le pétrole aux États-Unis, ce que vous avez sur la première partie de la courbe, courbe bleue en gras, c'est finalement une production pétrolière totale qui décline jusqu'aux alentours de 2008-2009. Et puis, effectivement, en intégrant les caractéristiques et les connaissances sur la production de gaz de schiste, on transforme ça sur du pétrole de schiste, on va vers des gisements dans le Dakota du Nord en particulier, et ce que vous voyez, c'est la courbe pointillée, celle du pétrole de schiste, et vous voyez que cette courbe commence à avoir une tête qui ressemble à celle du gaz de schiste que l'on a vu sur le graphe précédent. Et encore une fois, pour vous donner un ordre de grandeur, quand je dis la révolution du gaz de schiste s'est passée, celle du pétrole de schiste elle est à venir aux États-Unis, on va avoir une croissance, et ça c'est les chiffres de l'administration américaine, entre 2012 et 2015 de la production totale de pétrole aux États-Unis de 43%. C'est quelque chose qu'on a grosso modo jamais vu dans l'histoire, et encore une fois, c'est un gros producteur les États-Unis. Si vous comparez ça à des grandes sociétés pétrolières, à un Exxon, à un Total ou à un Shell, c'est des sociétés qui arrivent péniblement à faire 1 ou 2% de croissance par an sur la production totale. Vous voyez aux États-Unis 43%, et c'est un chiffre qui a tendance chaque fois à être revu à la hausse. Donc effectivement, on a ces éléments-là, donc on ne parlera pas de pétrole de schiste, mais effectivement, ça va avoir un impact très grand sur la balance des paiements américains, ça va avoir un impact très grand sur le pétrole dont ils ont besoin, et ça aura un impact, ça a déjà un impact sur la géopolitique. Alors, revenons sur le gaz de schiste et revenons sur le marché gazier finalement avant le gaz de schiste. Alors le marché gazier, il était, contrairement au marché pétrolier, c'était un marché segmenté. C'était un marché où on avait grosso modo 2 ou 3 grandes zones. On peut mettre 2,5. La zone Amérique où le prix du gaz était fait en fonction de l'offre et de la demande. Alors ça, pour les commodités, c'était idéal. Vous avez un modèle qui vous donne l'offre, un modèle qui vous donne la demande, et vous avez finalement un prix. Et effectivement, comme on va le voir, avec une offre qui croît fortement, les prix baissent. Et puis sur le reste du monde, vous avez 2 autres zones qui sont l'Europe et l'Asie, qui sont finalement connectées par 2 grands producteurs
la Russie qui est le plus gros producteur de gaz gazeux, on envoie par pipe, et qui est effectivement le plus gros, Gazprom étant le plus gros exportateur de gaz gazeux, et le Qatar qui est le plus gros producteur et donc le plus gros exportateur de gaz naturel liquéfié qu'on envoie par bateau. Et ces deux producteurs étaient dans un système historique qui était de demander des contrats indexés sur le pétrole. Alors ces contrats indexés sur le pétrole, c'est des contrats historiques qui avaient été mis en place par les Hollandais lorsqu'ils ont voulu monétiser leur plus grand champ onshore dans les années 60. Et effectivement, vous aviez en Europe une partie de l'Europe, une petite partie qui était le Royaume-Uni, qui était sur un prix spot, donc à l'américaine, et le reste de l'Europe continentale qui était plutôt sur des index pétrole pour un pricing du gaz. Et en Asie, c'était essentiellement des contrats qu'on appelle long terme indexés pétrole. Alors, effectivement, il va y avoir des répercussions. La première des répercussions, c'est sur les prix. Alors, les gaziers ont une fâcheuse tendance à avoir des unités bizarres, que ce soit monétaire ou que ce soit des unités de valeur ou d'énergie. Alors pour faire simple ici, pour essayer d'avoir un graphe parlant, j'ai tout remis en unité qui est un peu plus, qui évoque plus de choses pour vous, espérons-le, qui est le dollar par baril. Alors la première courbe en haut, la courbe grise, c'est celle du Brent, donc c'est celle du pétrole. Donc effectivement, le pétrole, vous avez un pricing tous les jours en dollars par baril et on est bien dans la zone que vous connaissez des 110 dollars par baril aujourd'hui. La courbe du bas, en marron, est celle du gaz aux États-Unis, Henry Hub. Henry Hub, c'est le nom du hub où on price ce gaz-là. Et alors, on le price en dollars par million BTU, mais là, je l'ai fait en dollars par baril équivalent pétrole, et ça vous donne quand même un ordre de grandeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gaz, en équivalent énergétique, il se price aux États-Unis de l'ordre de 20 dollars par baril équivalent pétrole. Et pour revenir sur l'explication que je mentionnais au début sur la slide 1, en disant finalement la production de gaz de schiste n'a pas forcément cru dans les derniers mois aux États-Unis, si vous regardez ce graphe-là, vous voyez bien qu'à un certain moment dans l'année 2012, on avait des prix du gaz qui étaient inférieurs à 15 dollars par baril équivalent pétrole. Donc on avait des prix qui étaient peut-être inférieurs au coût total de production. Donc effectivement, quand vous avez ce genre de choses, les industriels vont essayer d'aller voir ailleurs. Effectivement, au lieu d'aller faire des trous dans des des champs gaziers, vous allez faire des trous dans des champs de pétrole de schiste. Et puis la courbe bleue, eh bien, c'est la courbe des prix en Europe, donc des prix en Europe sur les formules spot, c'est-à-dire le NBP, c'est les prix au Royaume-Uni. Et donc vous êtes à peu près dans les 60 dollars par baril équivalent pétrole. Donc vous voyez bien ce différentiel très important de prix pour la même commodité. Donc effectivement, vous avez, et on le verra, un avantage concurrentiel quand vous avez votre gaz beaucoup moins cher. Alors, je vous ai dit qu'on allait regarder les conséquences. Eh bien, la première des conséquences, c'est que le charbon américain va déplacer le gaz en Europe dans la génération électrique. Alors, pour une explication un peu plus complète, quand on regarde les utilisations d'énergie primaire dans les grandes zones que sont l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, et qu'on regarde ça en fonction de la croissance du PIB, le GDP, dans chacune de ces zones. Vous avez deux graphes. Le premier graphe vous montre quelque chose d'assez nouveau, je pense, dans l'analyse. C'est le fait que, effectivement, aux États-Unis, eh bien, l'énergie primaire, c'est la totalité de l'énergie que vous utilisez pour faire fonctionner votre économie. Eh bien, on voit qu'aux États-Unis, avant même la crise de 2009, la crise de 2009, c'est la période où vous avez une baisse du PIB. Avant même la crise de 2009, vous voyez que la demande d'énergie primaire a atteint un maximum. Donc, les États-Unis sont devenus plus vertueux au niveau énergétique. Et ce que vous voyez sur le graphe des États-Unis, eh bien, vous voyez bien la crise de 2009, mais vous voyez aussi quelque chose d'assez intéressant et que ne voit pas en Europe, c'est finalement qu'on est sorti de cette crise. C'est-à-dire que le PIB a continué à croître, puisque vous avez un PIB qui, aujourd'hui, en 2012, c'est les chiffres d'année 2012, était supérieur à celui d'avant la crise. Pour l'Europe,
effectivement, l'analyse est un peu plus différente. Vous avez une très forte crise de 2009, vous voyez, quand ce système descend fortement. Et puis, vous voyez aussi quelque chose, vous voyez aussi que, eh bien, on n'a pas récupéré un PIB qui était supérieur à celui d'avant la crise. Et dernier élément, effectivement, face à ça, en Europe, on a une baisse de la consommation d'énergie primaire qui est une baisse d'une marche. Effectivement, ce n'est pas du tout quelque chose une baisse douce, ça a été une baisse forte. Et je vous rappelle que dans le BP, dans l'analyse de BP sur 2040 qui a été sortie la semaine dernière, il se posait la question, est-ce que l'Europe va être face à une période de faible croissance énergétique face à une faible croissance économique. Donc effectivement, est-ce que les deux sont pas liés? Est-ce que finalement, quand vous êtes dans une décroissance énergétique, eh bien, ce qui risque de vous attendre, c'est une décroissance économique. Alors je reviens, je n'analyserai pas cet élément-là, je veux juste vous indiquer sur ce graphe-là quelque chose d'important, c'est que grosso modo, si je regarde au niveau du gâteau énergétique, si je peux me parler ainsi, le gâteau est en train de se réduire. On a besoin de moins en moins d'énergie. Et dans ce gâteau-là, effectivement, vous allez avoir des politiques énergétiques, et en Europe, la politique énergétique est celle de plus de renouvelables, et donc vous allez avoir une croissance du renouvelable, et donc les autres, et que ce soit le pétrole, le charbon et le gaz, vont être en concurrence pour ce qui reste, et en particulier le gaz et le charbon pour la génération électrique. Alors qu'est-ce que ça donne quand on regarde la demande gazière en Europe? Eh bien, ce que vous voyez une demande gazière avant 2008 qui est en dents de scie. Alors ça, c'est normal puisque la demande gazière, elle est liée en partie au climat. Donc si vous avez un hiver froid ou un hiver doux, effectivement, vous allez avoir une différence sur la demande gazière. Et puis, vous avez une demande gazière qui est liée à l'économie. Effectivement, quand vous êtes dans une économie en récession, eh bien, votre demande va être en baisse, puisque vos usines vont moins tourner. C'est ce qu'on voit sur la période 2009. Et puis, dernier point, et c'est là le plus grave, ce que votre demande gazière, le gaz, ça sert aussi pour la génération électrique. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et face à ça, eh bien, vous allez avoir une compétition entre le gaz, le renouvelable et le charbon. Et ce que vous voyez, la très forte baisse des années 2011, 2012, 2013, c'est ça, c'est le fait que dans le mix énergétique européen, eh bien, on fait rentrer de plus en plus de renouvelables, mais on fait rentrer aussi de plus en plus de charbon. Et donc effectivement, le gaz n'est plus compétitif pour la génération électrique et on arrive à brûler du charbon, ce qui est économiquement acceptable, mais environnementalement pose souci. La deuxième conséquence, finalement, quand on regardait mon graphe précédent, le graphe sur ces prix-là, tout économiste se dit finalement s'il y a des prix si différents, il faudrait que je puisse amener le gaz de là où il n'est pas cher vers là où il est cher, faire un arbitrage et faire cet arbitrage de façon profitable pour ma société. Alors, malheureusement, pour faire un arbitrage, il faut être capable d'exporter ce gaz. L'exportation de gaz de continent à continent ne peut se faire que par méthanier, que par gaz naturel liquéfié. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas exportateurs de gaz. Ils ne sont pas exportateurs massivement de gaz, ils exportent un tout petit peu de gaz vers le Mexique et un tout petit peu vers le Canada. Mais effectivement, si on voulait effectivement avoir monétisé cet arbitrage, il faudrait mettre en place des unités de liquéfaction aux États-Unis. Alors pour le moment, ce n'est pas fait, et c'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis exportent leur charbon. C'est effectivement le charbon, on peut l'exporter simplement. Vous avez trop de charbon, le charbon ne sert plus pour les centrales électriques aux États-Unis, vous le mettez dans un bateau et vous l'envoyez vers l'Europe. L'idée étant demain d'exporter du gaz naturel liquéfié, et la question se pose effectivement de combien les États-Unis vont exporter de gaz naturel liquéfié. Alors, encore une fois, quand vous êtes un économiste et que vous voyez ces courbes qui sont si différentes les unes des autres, vous vous dites qu'il faut absolument que j'ai mon projet. Et donc là, ce que vous voyez, c'est la matérialisation des sociétés qui se disent effectivement, je dois lancer un projet pour liquéfier ce gaz et le mettre dans un bateau. Alors ça, c'est très simple à dire.
ça coûte quand même une dizaine de milliards de dollars à faire et ça coûte en temps quelque chose comme 3 à 5 ans. Alors, vous avez cette liste-là, et finalement, dans cette liste-là, il n'y en a qu'un seul qui est en construction, qui est le premier. Et ce que vous voyez, c'est que la liste n'intègre pas que des terminaux aux États-Unis, elle en intègre aussi au Canada, puisque le Canada se retrouve un peu dans une position compliquée, puisqu'il était historiquement le fournisseur de gaz aux États-Unis, et qu'aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus besoin du gaz canadien. Donc la question, encore une fois, quand vous êtes une société canadienne ou quand vous êtes l'État canadien, c'est comment je monétise ce gaz. Alors, encore une fois, on pourrait regarder cette liste-là et dire on va attendre que les projets sortent de terre, on va attendre, comme je dis, 3 à 10 ans. Je crois que l'impact a déjà eu lieu. En fait, quand on regarde les projets de gaz naturel liquéfié qui sont en construction dans le reste du monde, donc là, ce que vous avez sur ce graphe-là, c'est tous les projets aujourd'hui de gaz naturel liquéfié qui sont en construction. Et pour essayer de les comparer de façon comparable, comparer des pommes et des pommes, j'ai comparé les investissements par capacité, par unité de production de gaz naturel liquéfié. Alors c'est du milliard de dollars par million de tonnes par an. Et effectivement, ce que vous voyez, et enlevons Sabine Pass, enlevons le projet américain, vous voyez des projets qui sont finalement tous supérieurs à 1,5 milliard de dollars par million de tonnes par an. Et puis arrive le projet de Sabine Pass. Et ce projet-là, il vaut beaucoup moins cher parce que, effectivement, là, je ne compare pas des pommes et des pommes, puisque dans tous les autres projets, je compare tout l'amont. Donc il va falloir produire le champ, amener ce gaz à l'usine de liquéfaction, le liquéfier et le mettre dans un bateau. Or, Sabine Pass aux États-Unis, comme je vous ai dit tout à l'heure, au début, on pensait que les États-Unis allaient devenir des nets importateurs de gaz naturel liquéfié. On avait déjà des usines pour regazéifier ce gaz. Donc on avait déjà l'infrastructure qui est une jetée pour le bateau et des tanks de gros thermos pour conserver ce gaz naturel liquéfié. Donc ce qu'on a besoin aux États-Unis pour transformer le système, c'est juste c'est entre guillemets, une unité de liquéfaction, ce qu'on appelle un train de liquéfaction, quelque chose qui vaut entre 6 et 7 milliards de dollars. Et effectivement, vous n'avez pas l'amont à faire, puisque l'amont, il est déjà fait par d'autres producteurs. Et donc, effectivement, quand vous regardez ce graphe-là, eh bien, vous vous dites, aux États-Unis, c'est beaucoup moins cher. Alors, on peut aller un tout petit peu plus dans le détail quand on regarde ce graphe-là. On peut dire aussi, si je regarde les 3 derniers projets, j'enlève Yamal, je reviendrai sur Yamal dans quelques instants. Les projets Ichthys et Prélude FLNG, qui sont finalement les plus chers de ce graphique-là, ont été lancés quelques mois après Fukushima. Ont été lancés 2011-2012. C'était à un moment où le monde pensait qu'on allait manquer de gaz. Et effectivement, on est dans un système où finalement ce qui manquait, c'était plus le gaz que la ressource financière. Et donc effectivement, tout projet, du moment qu'on avait accès à du gaz, on pensait qu'il serait rentable et on donnait une décision finale d'investissement. Arrive Sabine Pass, effectivement, les projets pharaoniques de plus en plus chers s'arrêtent, et en particulier Stockman en Russie, et en particulier Browse, et en particulier d'autres. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que les investisseurs à ce moment-là se disent finalement, la liste des projets aux États-Unis, elle paraît aujourd'hui plus intéressante qu'aller essayer de produire du gaz naturel liquéfié ailleurs. Et effectivement, les États-Unis, cet élément-là, ce GNL qui vient de ce gaz de schiste américain, va mettre un cap sur les projets, un cap au niveau des capex, sur les projets de GNL dans le monde. Dernier élément, une société espagnole, Repsol, a été obligée de vendre en 2012 son activité de GNL, de l'activité de GNL produisait du GNL, hein, donc pas des projets en construction. Et ils ont vendu ça à HL pour un prix, et si on fait une analyse très simple, je ne reviendrai pas dans le détail de l'analyse, on voit qu'au maximum, le prix de la transaction, c'est sur la ligne verte. Donc ça montre bien que le marché, à ce moment-là, intègre que effectivement, on ne peut plus avoir des prix de plus en plus chers pour les unités,
puisque le gaz, on trouve du gaz moins cher et qu'on pourrait accéder à du gaz américain moins cher. Maintenant, je termine par Yamal. Donc Yamal, c'est la dernière unité, dernière usine qui a eu une décision finale d'investissement en décembre de l'année dernière. Et vous voyez, comme par miracle, que Yamal arrive exactement au prix de la transaction, ou pas très loin de la transaction entre Shell et Repsol. Et effectivement, encore une fois, il serait très difficile pour une société de dire je voudrais investir pour plus. Alors est-ce que ça sera effectivement le prix final de l'usine? Peut-être pas. Mais encore une fois, dans les décisions finales d'investissement qu'on va avoir dans les années à venir, que ce soit Yamal le mois dernier ou que ce soit peut-être Mozambique dans quelques trimestres, on aura ce cap de cette ligne verte qui est due au gaz de schiste américain. Donc effectivement, on donne un signal que les consommateurs ne sont plus prêts à payer des prix du gaz pharaoniques, puisqu'on peut avoir du gaz moins cher. Je donnerai un ordre de grandeur. Aujourd'hui, si on regarde de façon très simple Itchis, on pourrait imaginer que le prix du gaz, pour être rentable, ce projet doit absolument être vendu sur un index pétrole en espérant que le pétrole reste haut. Donc effectivement, si les prix du gaz spot s'écroulent et si les contrats Itchis sont remis en cause, effectivement, on risque d'avoir un projet qui sera difficilement rentable. Donc effectivement, la deuxième conséquence, c'est le fait que aujourd'hui, le marché se réveille en disant il va falloir réadapter les investissements dans les unités de liquéfaction. Et ce qui fait que, eh bien, le marché, c'est les investisseurs. Hein. Les investisseurs sont aujourd'hui plus sensibles et plus prêts à investir dans des unités aux États-Unis, où ils espèrent faire un profit plutôt que dans d'autres unités de par le monde. Et effectivement, on pourrait imaginer, et je crois qu'aujourd'hui tout le monde a cette analyse-là, qu'à l'horizon 2020, le troisième plus gros producteur de gaz naturel liquéfié soit l'Amérique du Nord. Et je vous ai parlé, je vous ai dit au début, le premier c'était le Qatar, enfin le premier c'est aujourd'hui le Qatar, et le Qatar voulait une indexation pétrole. Les États-Unis, c'est une indexation spot, et donc effectivement on va changer le pricing, et c'est la troisième conséquence. Effectivement, les États-Unis ne deviennent pas que le premier producteur de gaz au monde, ils deviendront peut-être demain le troisième producteur de gaz naturel liquéfié au monde, et ils ont déjà un impact sur les prix. Pour vous donner un ordre de grandeur, on disait historiquement que le plus grand champ gazier au niveau de la réserve, c'est le champ qui est commun entre le Qatar et l'Iran. Aujourd'hui, le plus grand champ gazier en termes de production, il est aux États-Unis. Et on l'a découvert grâce au shale gas. Hein. Donc c'est quand même quelque chose de vraiment qui change complètement la donne. Alors qu'est-ce qui se passe en Europe? Effectivement, face aux prix que j'ai évoqués, qui sont des prix très différents entre les indexations pétrole, puisque finalement la courbe Brent vous donnez ce que pouvait être l'indexation totale pétrole d'un gaz. Donc si on revient sur ces éléments-là, hein, la première courbe, face à un prix totalement indexé Brent qui serait à 120 et un prix spot qui est à 60, effectivement, les utilities, les grands acheteurs de gaz, que ce soit du gaz russe ou du gaz norvégien, ont essayé de renégocier leurs contrats avec les Russes, les Norvégiens et les autres. Je vous rappelle que dans la formule de gaz de prix régulé que vous payez à GDF Suez, eh bien, la CRE vous donne une formule où le prix spot est en croissance. On n'avait avant pas de prix spot et maintenant on a 46% d'indexation spot sur la formule de gaz que vous payez à GDF Suez quand vous êtes en tarif régulé. Et nous on dit finalement en 2013 on a passé le cap où en Europe on est aujourd'hui majoritairement indexé spot. Et donc effectivement vous voyez, je vous ai dit on était dans un monde avec 2 zones et demie, et bien finalement la zone Europe elle a aujourd'hui tendance à se rapprocher de la zone Amérique sur le pricing du gaz. Quelque chose qui est très important sur ce graphe-là, spot ne veut pas dire pas cher. Alors spot ne veut pas dire pas cher. Pourquoi? Encore une fois, le prix spot, ça dépend dans les commodities de l'équilibre offre-demande. Et ce que vous voyez sur ce graphe-là, c'est la différence entre les prix facturés par Gazprom qui
historiquement était l'acteur qui voulait de l'indexation pétrole et qui fournit des chiffres. Effectivement, les prix des contrats étant confidentiels, je n'ai pas accès à cette information-là. Effectivement, j'ai accès à la comptabilité de Gazprom, qui est une comptabilité publique, qui est une comptabilité que vous pouvez trouver sur le web, et donc effectivement qui est une société cotée. Et donc effectivement, vous pouvez regarder combien Gazprom vend son gaz en Europe, qui est la courbe bleue. Encore une fois, dans la même unité. Et puis, dans la courbe grise, j'ai mentionné le prix du gaz spot au Royaume-Uni. Alors, ce que vous voyez, c'est avant la crise, c'est à la période 2005-2007. Alors, j'ai pris le prix au Royaume-Uni puisque c'est là où on a le plus d'historique. Dans la période 2005-2007, vous voyez des prix Gazprom, c'est-à-dire indexé pétrole et spot, qui varient dans un intervalle entre plus et moins 25%, mais qui varient, l'un peut être supérieur et l'autre peut être inférieur, et ça peut s'inverser une année par rapport à l'autre. Et c'est ce qui faisait que les utilities européennes, les gros acheteurs de gaz européens, pouvaient adapter leur portefeuille. C'est-à-dire que chaque année, ils tiraient sur le gaz le moins cher et effectivement arrivaient à être profitables sur ce principe. 2008, c'est la période où effectivement on arrive au prix du pétrole le plus cher, donc le prix indexé pétrole le plus cher, et le prix du gaz le plus cher. 2009, crise, et là ce que vous voyez sur 2009, c'est le prix du gaz qui s'effondre en Europe, et le prix du gaz indexé pétrole qui s'effondre, mais moins. Pourquoi? Parce que les indexations pétrole sont des indexations avec un temps, une moyenne, c'est-à-dire vous prenez la moyenne du pétrole sur les 3 à 9 derniers mois. Donc effectivement, vous intégrez toujours une partie du pétrole plus élevée quand vous regardez la période 2009. Et à ce moment-là, les utilities européennes, les grands acheteurs de gaz russes, norvégiens et qui le revendent aux clients industriels ou résidentiels, commencent à souffrir, commencent à avoir des fortes pertes et espèrent que ce qu'on appelle en économie le spread, c'est-à-dire la différence entre le prix indexé pétrole et le prix spot, va se refermer. Alors ce que vous voyez sur ce graphe, c'est assez évident, c'est que le spread se referme, mais malheureusement pour l'Europe, pas dans le bon sens. Ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, les prix indexés pétrole, finalement, ils remontent un peu, et les prix spot, eux, remontent beaucoup. Alors pourquoi? Eh bien parce que, effectivement, dans le marché européen, on n'est pas sur un marché totalement idéal, puisque vous avez des grands producteurs qui ont un pouvoir de marché. Et ce que vous voyez, c'est que finalement, quand vous regardez les 2 derniers trimestres, puisque c'est les 2 derniers trimestres dont on a les comptes de Gazprom, et bien finalement, le spread, la différence entre une indexation pétrole et une indexation spot est très très faible. Donc effectivement, aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup d'importance. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va avoir, quand je parle de prix spot, ça ne veut pas dire que l'Europe aura les mêmes prix spot qu'aux États-Unis. Alors, effectivement, les 2 grands fournisseurs de gaz à l'Union européenne, ce sont les Russes et les Norvégiens. Et ce que vous voyez sur ce graphe-là, c'est que finalement, eh bien, vous n'avez pas besoin d'un cartel, vous n'avez pas besoin d'un cartel comme dans le pétrole, comme dans l'OPEP. Il suffit qu'ils adaptent leur production à la demande, et c'est ce qui s'est fait. Vous voyez bien, une année, c'est les Norvégiens qui baissent la production, et l'autre année, c'est les Russes. Alors aujourd'hui, je pense qu'une guerre des prix, si elle avait été possible, aurait pu avoir lieu dans les années 2011-2013, elle n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité de guerre des prix puisque la Norvège produit au maximum de ses capacités. Donc le seul qui est de ce qu'en économie d'hydrocarbures on appelle de la spare capacité, de la capacité résiduelle de production, c'est Gazprom. Et Gazprom, comme vous le voyez, n'a aucun intérêt à relâcher ses volumes pour faire baisser l'intégralité des prix. Donc effectivement, on n'imagine pas que cela se produise. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que aujourd'hui, avec les problématiques que l'on a sur le gaz naturel liquéfié qui est plutôt attiré par l'Asie à cause de Fukushima, avec les problématiques que l'on voit en Algérie et en Libye, eh bien vous voyez que notre modèle montre que les productions nécessaires pour équilibrer l'offre, même si elle est, pour équilibrer la demande européenne, même si cette demande européenne
n'est pas en très forte croissance, eh bien on aura besoin de plus en plus de gaz russe et de plus en plus de gaz norvégien. Je vous rappelle aussi, et c'est important dans la façon d'analyser les gaz de schiste, que la semaine dernière, le gouvernement des Pays-Bas, je vous ai parlé des Pays-Bas comme étant le pays qui avait le plus gros champ de gaz onshore en Europe, eh bien ce champ onshore il y a eu des problèmes de sismique, il y a eu des petits tremblements de terre, c'est un champ conventionnel et qui est en production depuis 1962, et le gouvernement des Pays-Bas a décidé de limiter sa production. Et effectivement, si vous limitez la production de Groningen, mécaniquement, vous allez avoir besoin de plus de gaz venant d'ailleurs, et le plus de gaz venant d'ailleurs, ça sera effectivement de plus de gaz russe. Donc les deux éléments, c'est important peut-être pour la discussion après, les deux éléments qu'ont décidé le gouvernement des Pays-Bas, c'est limiter la production de Groningen et redonner plus d'argent aux populations locales. 1,2 milliard d'euros a été dédié aux populations locales autour du champ pour effectivement avoir des constructions antisismiques et de l'infrastructure qui résistent mieux. Alors, les États-Unis vont rester le premier producteur de gaz au monde. Ils deviendront, je vous ai dit, selon nos analyses, les troisièmes plus gros producteurs de GNL, avec le Canada, si on regarde la plaque nord-américaine à l'horizon 2020. Et si on imagine ça, eh bien, le pricing du gaz change. Et alors, si on fait un calcul un peu, comme diraient les Anglais, au dos d'une enveloppe, et qu'on regarde le prix aux États-Unis, je vous ai dit que ça s'appelait Henry Hub, vous allez être obligé d'ajouter le prix de la liquéfaction, le prix du transport par bateau et le prix de la regasification. Eh bien, vous arrivez à un calcul qui est le suivant, qui est que si vous calculez ça en dollars par million de BTU, et je vous expliquerai ça en détail, eh bien, vous allez avoir une différence de prix de l'ordre de 6 dollars par million de BTU avec l'Europe. Alors, on va faire les calculs très simplement. Aujourd'hui, on peut dire qu'en moyenne, le prix du gaz aux États-Unis est d'ordre de 4 dollars par million de BTU. C'est les fameux 25 dollars par baril équivalent pétrole. Et donc, si vous avez 4 aux États-Unis, par la façon dont vous allez liquéfier, transporter, regasifier, vous aurez de l'ordre de 10 en Europe et 11 en Asie. Et 10 en Europe, c'est pas très loin de là où on est. Donc, effectivement, vous voyez qu'on ne va pas avoir des prix massivement plus bas si on ne compte que sur le gaz de schiste américain. Encore une fois, les conséquences du gaz de schiste, je pense qu'elles sont déjà dans les marchés. Et si on est sur 10 dollars par million de BTU, on n'est pas très loin des prix actuels et on est largement supérieur au coût de production du gaz russe. Alors là, je vous ai fait une analyse qui chacun peut en avoir une différente de l'analyse du gaz russe. Ce que j'ai regardé, c'est le coût du gaz russe à l'horizon 2020, donc avec un coût de production qui est peut-être plutôt bas parce que je n'intègre pas de nouveaux champs. Je pense que les Russes n'ont pas besoin de mettre en production de nouveaux champs pour équilibrer le monde gazier en 2020 en Europe. Une taxation fixe qui est la royalties que récupère l'État russe sur la Mineral Extraction Tax, un coût de transport par pipe en Russie. Vous voyez que le coût de transport dans le gaz, c'est important. Un coût de transport par pipe hors de Russie, que vous prenez par l'Ukraine, que vous prenez le Nord Stream ou peut-être demain le South Stream. Et puis, et c'est très important aussi quand on réfléchit aux hydrocarbures, l'État a besoin ou récupère une grande partie de la rente. Et l'État russe récupère non pas que la Mineral Extraction Tax que vous voyez là, mais récupère aussi ce qu'on appelle une taxe à l'exportation, un export duty, qui est de 30% du prix final. Donc si vous faites cette analyse-là, eh bien, vous voyez qu'à 6 dollars, vous êtes profitable. Donc si on est sur un monde où on est à Henry Hub plus 6, ça veut dire que Henry Hub, le différence, que ce soit 2, que ce soit 4, que ce soit 8, je ne sais pas, eh bien ça va garantir la profitabilité de Gazprom. Et Henry Hub, ça ne garantit pas la profitabilité aux États-Unis. Henry Hub, je vous rappelle, c'est le coût marginal de la dernière unité de produit. Donc effectivement, ça va
garder une grande profitabilité pour Gazprom. La quatrième conséquence, et ça aussi c'est important quand on regarde le monde des hydrocarbures, c'est finalement de se déplacer un peu vers l'aval de la chaîne et de regarder la pétrochimie. Et aujourd'hui, on parle d'une renaissance aux États-Unis. Eh bien, la renaissance aux États-Unis, elle n'est pas liée que au prix du gaz peu cher, hein, comme je vous ai montré, mais elle est liée aussi au fait que quand vous faites de la pétrochimie, vous allez faire des plastiques, des matières plastiques, vous allez les faire en Europe à partir de naphtha, c'est-à-dire de coupe de pétrole, indexée sur les prix du pétrole, hein, puisque c'est ce que vous sortez de votre raffinerie. Et aux États-Unis, eh bien, vous allez faire votre polyéthylène à partir d'éthylène, donc à partir d'éthane, hein, donc à partir d'un produit que vous sortez avec le gaz. Et donc ce que vous voyez là est assez édifiant, c'est que, outre le fait qu'ils ont des prix du gaz beaucoup moins chers, ils ont un prix de la matière première pour la pétrochimie aussi beaucoup moins cher. Et donc ce qui est en train de se passer très clairement, c'est que les industries pétrochimiques sont en train de se relocaliser aux États-Unis. Donc en fait, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut dire, c'est que dans les années 2000, la pétrochimie s'était localisée dans les endroits du Moyen-Orient et en particulier au Qatar, puisque c'était là qu'était l'énergie la moins chère. Aujourd'hui, elle est en train de se relocaliser aux États-Unis. Pourquoi? Parce que vous avez trois choses. Vous avez l'énergie moins chère, vous avez la matière première moins chère pour ça, et vous avez les clients. Donc il n'y a même plus de coût de transport. Et effectivement, si c'est ce qui se passe, ça se fera effectivement non pas au détriment des usines qui sont au Qatar, mais plutôt au détriment des usines qui sont en Europe. Alors, pour terminer le gaz de schiste en Europe, eh bien, encore une fois, si on recompare mes deux courbes que je vous ai montré, les deux de prix, hein, c'est-à-dire ces deux-là, c'est-à-dire la courbe bleue et la courbe marron, eh bien vous voyez que grosso modo, en année pleine, l'Europe surpaye son gaz quelque chose comme 130 milliards de dollars, c'est-à-dire 100 milliards d'euros. C'est 0,8% de notre PIB. Et je vous rappelle encore une fois qu'on n'est pas sorti, on n'a pas une croissance du PIB qui soit au-dessus de celui de 2008, et donc on brûle 0,8% de notre PIB alors que les Américains n'ont pas besoin de le faire. Donc effectivement, ça a un impact, ça a d'autant plus d'impact que quand on est, je vous rappelle, avec des croissances qui sont inférieures à 1%. Donc on n'est vraiment pas du tout dans l'erreur, on est vraiment dans le système où ça peut être une différence entre une croissance et une décroissance. Alors, on a beaucoup parlé du gaz de schiste en Pologne. J'ai jamais été un grand fan de ça pour une raison très simple, c'est que la géologie en Europe est plus compliquée qu'aux États-Unis. Il faudra adapter le système, comme il a fallu toujours adapter le système dans le monde des hydrocarbures, hein, chaque champ étant unique. Mais en plus, en Pologne, il n'y a pas de régulation et la Pologne n'est pas un grand pays producteur de pétrole et gaz. Donc effectivement, il faut tout mettre en place. Donc effectivement, tout mettre en place, ça nécessite de trouver un régime de taxation. Et je vous ai dit, dans les hydrocarbures, la taxation est essentielle. La taxation dans les hydrocarbures, c'est de l'ordre de 60 à 80%. Et combien l'État va prendre est très important quand vous êtes une société. Donc si vous avez une idée de ce que l'État prend, parce qu'historiquement il prend 62% comme au Royaume-Uni, vous pouvez imaginer si vous allez être profitable ou pas. Si vous n'avez pas d'idée et vous ne savez pas s'il va prendre 40, 50, 60, 75, 80%, effectivement vous avez une difficulté déjà à savoir si votre modèle va être profitable ou pas. Alors, je pense que le Royaume-Uni est aujourd'hui plus avancé sur ces sujets-là. Il est plus avancé parce qu'il a la réglementation, que ce soit la réglementation fiscale ou la réglementation environnementale. Le Royaume-Uni a aussi un avantage, c'est que c'était un grand pays producteur, donc effectivement il a les compétences. Il faut savoir aussi que le Royaume-Uni est en train d'imaginer, et ça a été quelque chose que beaucoup d'analystes, à mon avis, ont eu tort. On pensait que, étant donné que la propriété du sous-sol aux États-Unis était aux mains des particuliers, donc c'était les particuliers qui récupéraient cette fameuse royalties, et pas en Europe, puisque c'était les États. Je rappelle qu'aux États-Unis, c'est unique au monde. Hein. Dans tout le reste du monde, c'est les États qui détiennent la ressource dans le sous-sol. On pensait que ça n'allait jamais voir le jour. Alors,
dans mes anciennes fonctions, j'ai travaillé à Bercy, et je pense que l'impôt peut avoir des avantages, et en particulier celui que les Britanniques sont en train de mettre en place, c'est de dire, eh bien effectivement, on va prendre une imposition, mais cette imposition, on va la redonner aux populations locales. Donc effectivement, si vous êtes dans ce système-là, le shale gas va profiter à toutes les populations locales. Alors que je rappelle qu'aux États-Unis, il ne profite qu'aux propriétaires. Hein, celui qui a son ranch au Texas profite du shale gas. Les Mexicains qui viennent travailler au ranch ne profitent pas du shale gas. Effectivement, dans le système britannique, où on parle de fracking sweetener, de façon d'aider les citoyens à accepter ça, et effectivement, il faudra aider les populations locales, puisqu'il va y avoir des pollutions, qu'elles soient sonores, qu'elles soient environnementales. La question, c'est effectivement quel est leur niveau et qu'est-ce que j'ai en échange. Si on vous dit, bah, écoutez, non, vous n'avez que les inconvénients et ce sont les autres qui auront les avantages, la solution ne sera ni acceptable au Royaume-Uni ni ailleurs. Et effectivement, le Royaume-Uni, le régime britannique aujourd'hui, le gouvernement britannique, est en train de redimensionner et de donner de plus en plus de penser à donner de plus en plus de cette imposition aux populations locales. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de Groningen, c'est ce qui se passe même dans le champ conventionnel aux Pays-Bas. Alors, dernier point, et j'en terminerai par là, grande inconnue, effectivement, on arrive au coût de production, combien ça coûte, on ne le sait pas, donc il va falloir faire de la recherche. Alors effectivement, moi je suis un fervent partisan de faire de la recherche, je suis un chercheur, hein, et donc effectivement je ne suis pas un géologue, hein, donc j'aimerais bien que mes collègues géologues trouvent pour que je puisse imaginer un pricing. Mais effectivement, même quand on aura une idée de la géologie et des coûts, eh bien, la grande inconnue, c'est à combien le concurrent peut-il être profitable. Et vous avez, à mon avis, un très bel exemple, qui est ce qui s'est passé en Ukraine le mois dernier. Alors ici, sur ce graphe-là, vous avez le coût d'amener du gaz russe en Ukraine, tel qu'il était pendant l'année 2013. Alors, encore une fois, on estime le coût du gaz russe, la Mineral Extraction Tax, on ne l'estime pas, on regarde ce que l'État russe demande à Gazprom, on a une analyse du coût de transport en Russie, et puis effectivement, si vous vous rappelez un peu l'histoire, les Ukrainiens payaient un prix du gaz, alors là je vous l'ai mis en dollars par million de BTU, mais de l'ordre de 11 dollars ou un peu plus par 11 dollars par million de BTU, parce qu'ils avaient déjà eu une ristourne que l'État russe avait donnée, qui était une ristourne qui était sur l'export duty. C'est pour ça que l'export duty ici ne représente pas 30% du prix final. Hein. Donc l'État russe avait déjà baissé son export duty. Et puis, effectivement, décembre cette année, l'année dernière, les Ukrainiens ne signent pas l'accord de coopération avec l'Union européenne. Je vous rappelle, encore une fois, des conséquences géopolitiques. Hein. Ça a quand même aujourd'hui eu un mort à Kiev avec les problématiques qu'il y a en ce moment en Ukraine. Et puis, les grèves, les manifestations. Et l'État russe décide, c'est l'État russe, hein, c'est pas la société Gazprom, l'État russe décide, vous voyez, de baisser le prix de façon unilatérale auprès des Ukrainiens. On passe de 11 à 7,6 dollars par million de BTU, donc on le baisse de 30%. Donc effectivement, l'État russe ne prendra plus d'export duty, mais vous voyez la profitabilité, hein, la marge de Gazprom va être quand même impactée. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce deal? J'en sais pas plus que ce que la presse évoque, mais ce que je peux dire peut-être, c'est que pourquoi baisser le prix de 30%? 30% c'est beaucoup. Peut-être aussi que l'État russe avait pas forcément envie de voir l'Ukraine devenir un grand producteur de gaz de schiste, de gaz non conventionnel. Et donc, effectivement, eh bien, si du jour au lendemain vous baissez le prix de 30%, eh bien, les projets qu'on pouvait imaginer en Ukraine, et il y avait de nombreux projets, hein. Il y a Chevron qui voulait investir 10 milliards
de dollars, Shell qui avait prévu d'investir 0,5 milliards de dollars, eh bien ces sociétés-là vont être obligées de revoir la profitabilité de leur projet, non pas en fonction des historiques 11 dollars par million de BTU que vous voyez sur ce graphe-là, mais en fonction des 7,6 d'aujourd'hui et peut-être demain moins cher. Et donc effectivement, la grande question en Europe, c'est à quel coût est-ce qu'on peut produire ce gaz ou même ce pétrole de schiste et comment est-ce que Gazprom va réagir face à ça, en sachant que Gazprom a, comme je vous l'ai évoqué, la spare capacity et un coût de production extrêmement bas pour pouvoir être compétitif face à ces sujets-là. Voilà, donc pour moi c'est terminé. Et donc je vous ouvre ça aux questions-réponses. Et Catherine Lecatelli va m'aider, donc si les questions sont trop compliquées, ça sera Catherine qui répondra à ma place. Une évolution en Europe de gaz de schiste, ça se combine comment avec les politiques européennes environnementales, donc comme le 20 x 20? Alors, d'abord, la souveraineté des États est toujours préservée dans les hydrocarbures, hein, donc les États sont souverains sur la ressource, et la souveraineté des États sur le mix énergétique est libre du moment qu'on respecte certaines règles fixées par Bruxelles. Alors, effectivement, la question se pose. Est-ce que mettre du gaz de schiste, est-ce que aller vers une production de gaz de schiste va rendre l'Europe plus verte ou pas? Je comprends les interrogations. Je comprends même qu'on imagine des solutions. Je prendrai plusieurs exemples. Le premier, le gaz de schiste, si je regarde les États-Unis, je passerai à l'Europe après. Le gaz de schiste aux États-Unis, il a permis deux choses. Il a permis d'arrêter les centrales à charbon, donc ça a été bien. Et il a permis aussi, et je ne dirais pas si c'est bien ou mal, il a permis aussi de tuer la renaissance nucléaire. Il n'y a plus d'idée de créer de programmes nucléaires aux États-Unis. EDF voulait et c'est certain. Alors, effectivement, quand on investit pour des unités qui vont rester 40 ans sur le marché. Donc effectivement, la question se pose, si aujourd'hui je vais vers plus de gaz, comment est-ce que je dimensionne mon mix énergétique pour espérer arriver vers une énergie le plus décarbonée possible? On peut l'imaginer d'une différente façon. J'ai été face à une audition parlementaire face aux députés britanniques et outre le fracking sweetener, les Britanniques imaginaient dédier une partie de la rente, et encore une fois, on parle bien de rente d'hydrocarbures, hein, d'une partie de la rente sur les gaz de schiste vers la recherche, vers du renouvelable. Pourquoi? Parce que le problématique du renouvelable aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas, comme disent les économistes, à grid parity. C'est-à-dire qu'effectivement, faire du solaire, ça coûte toujours beaucoup plus cher que brûler du charbon dans une centrale. Mais si on croit à l'innovation humaine, on peut imaginer qu'un jour ou l'autre, on va y arriver. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est effectivement, et ça je suis tout à fait d'accord avec cette analyse verte du monde, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'en allant vers le gaz de schiste, on se détourne du renouvelable. Et donc effectivement, le renouvelable est non compétitif, mais on peut imaginer qu'en continuant de la recherche sur du renouvelable, on arrive à avoir un renouvelable qui sera à grid parity. Premier élément. Deuxième élément, j'ai parlé des États-Unis en disant les États-Unis brûlent moins de charbon et plus de gaz. L'Allemagne, c'est le contraire. Et effectivement, on est dans une position aujourd'hui extrêmement bizarre où finalement on aura atteint nos objectifs, hein, puisque finalement l'objectif d'un EU ETS c'était de trader le CO2. Donc effectivement, on a un prix du CO2. On a un prix du CO2 aujourd'hui qui fait que
effectivement, en Europe, eh bien, on va brûler plus de charbon que de gaz, ce qui est d'autant plus aberrant qu'on a les centrales à gaz. Donc effectivement, on a mis sous cocon et on est en train de démonter des centrales à gaz neuves et on fait tourner des centrales à charbon. Alors, effectivement, mais d'un autre côté, hein, la problématique, vous l'avez sur ce graphe-là, c'est pour ça que je montre ce graphe-là, les producteurs, et Gazprom en particulier, ne souhaitent pas vendre du gaz moins cher. C'est-à-dire qu'effectivement, un producteur, et je pense que Catherine sera tout à fait d'accord avec moi, l'objectif de l'État russe, c'est de maximiser la rente. L'objectif de tout État producteur, c'est de maximiser la rente. C'est de maximiser la rente sous une équation plutôt compliquée. La maximisation de la rente, c'est est-ce que je la maximise à l'instant T ou est-ce que je la maximise sur long terme? Ça, c'est un élément compliqué. Donc ça sera Catherine qui vous expliquera comment on fait. Ça, je ne sais pas faire. Mais c'est effectivement ça. Donc dire que l'État russe ne fait pas son travail quand il maximise la rente est une erreur. Et je vous ai parlé de Groningen. La façon dont le contrat d'indexation pétrole a été imaginé par les Pays-Bas, c'est un vote des Pays-Bas, et dans le vote de 1962, il était bien écrit que le ministre souhaitait la maximisation de la rente sur long terme. Il a quand même gagné, puisque effectivement, pendant 50 ans, ce contrat-là a permis aux Pays-Bas de maximiser la rente du champ de Groningen. Donc, les Russes, de par eux-mêmes, et c'est ce qui est écrit sur ce graphe-là, ne baisseront pas le prix du gaz. S'il faut baisser le prix du gaz pour en vendre un peu plus, pour que l'Europe soit plus écologique, c'est pas la problématique de l'État russe, et ça n'a pas à l'être. Hein, on peut ne pas être d'accord, mais encore une fois, si on se met de l'autre côté de la table de négociation, et je suis de temps en temps dans des réunions UE-Russie, il faut de temps en temps se mettre un peu de l'autre côté de la table. L'autre côté de la table, il est là pour le bien de ses populations et maximiser la rente. Monsieur Poutine ne peut pas dire à ses électeurs, écoutez, j'ai décidé de faire 50 milliards de cadeaux aux Européens et je vais donc augmenter les impôts de 50 milliards. Je pense que ça ne passera pas. Moi, je vais juste rajouter une petite chose. Moi, il me semble que dans la relation entre l'UE et la Russie, il n'y a qu'une chose qui peut inciter un peu les Russes, je ne dis pas à baisser massivement les prix, mais à aller vers des prix peut-être un peu moins élevés, c'est de garantir aux Russes la demande gazière à long terme de l'UE. Or, ça, aujourd'hui, l'UE se l'interdit parce qu'elle est dans un processus de libéralisation. Les Russes, ils veulent effectivement de la rente, mais ils veulent aussi être sûrs qu'ils vont pouvoir, s'ils mettent en production des gisements, écouler leur gaz pendant 30, 40, 50 ans sans problème sur l'Union européenne. Or ça, aujourd'hui, le processus de libéralisation l'interdit. C'est-à-dire que l'UE, face à ça, le seul message qu'elle renvoie, c'est de dire nous, on veut de la concurrence entre des fournisseurs. Donc, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que la question qui se pose à l'Union européenne aujourd'hui, c'est est-ce qu'un bon accord avec les producteurs ne serait pas mieux que d'aller faire du gaz de schiste? Parce que, après tout, on a quand même des grands gisements gaziers qui sont autour de l'Union européenne, qui sont du gaz conventionnel, et on est en train de dire, au nom d'un principe de libéralisation, etc., on refuse d'avoir des accords de long terme avec ces producteurs, et on se pose la question du gaz de schiste. Mais pour revenir un petit peu sur ce débat sur l'Union européenne, vous voyez bien qu'il y a quand même deux choses. Que l'Union européenne fasse ou ne fasse pas du gaz de schiste, aujourd'hui, elle est impactée par ce qui se passe aux États-Unis. Et elle ne peut pas rester en dehors de cette problématique-là. Qu'elle le fasse ou qu'elle n'en fasse pas. Le fait qu'aujourd'hui, ce soit le charbon qui pénètre et qui déplace du gaz naturel, qui pénètre dans notre plan énergétique, c'est quand même extrêmement problématique pour les Européens. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Effectivement, c'est ce que je disais, la difficulté d'imaginer ça à long terme. Oui. C'est la rente de long terme. C'est effectivement comment est-ce que je peux gagner de l'argent de façon sûre pendant sur le long terme. C'est pour ça que je signe l'accord des Pays-Bas 62. Cet accord-là, enfin ce principe-là, il a tenu 50 ans. Oui.
J'ai une petite question, c'est quand vous parlez de rente sur long terme, si maintenant, vu qu'on est sur un marché où il y a un processus de libéralisation, n'est-il pas préférable pour les Russes, afin de s'éviter des surprises du style du jour au lendemain, l'Union européenne décide de ne plus se fournir chez eux, décide de développer les gaz et schiste, n'est-il pas préférable pour eux d'essayer tout de même de prendre de l'avance et proposer des prix un peu plus attractifs aux Européens? Alors, il y a deux choses. Le gaz est utilisé pour le chauffage chez vous, pour trois choses, pour les industriels et pour la génération électrique. Le prix du gaz pose problème aujourd'hui pour la génération électrique. Et encore une fois, les Russes aujourd'hui se disent, nous on est dans un système où nos volumes vont croître, et effectivement, pourquoi faire un cadeau qui risque d'impacter tout le reste du mix prix? Effectivement, c'est assez compliqué. On pourrait imaginer faire un discount sur du prix pour la génération électrique, ça existe, c'est compliqué à faire et c'est compliqué à tenir. Et puis en plus, après, vous avez toute la problématique des Russes qui sont en négociation avec les Chinois. Effectivement, s'il y a deux prix, un cher et un pas cher, lorsque vous êtes en négociation autour de la table, les Chinois vont proposer le pas cher. Donc effectivement, il y a cet élément-là. Le dernier point, c'est que quand vous regardez ce graphe-là, donc si on imagine dans un monde où il n'y a pas de gaz de schiste européen, et c'est le monde d'ici 2020, on peut imaginer qu'on est à peu près comme ça, et donc qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il va continuer à y avoir du charbon américain, il va peut-être y avoir du GNL américain. Bien, si vous regardez les éléments là, je vous ai dit, le prix du gaz russe aujourd'hui c'est 11 à peu près. Si vous faites le calcul et vous additionnez aux 4 américains les 6 aujourd'hui, vous êtes à 10. Et les Russes seront prêts à adapter le prix. Donc effectivement, mais ils attendent. Ils n'ont aucun intérêt à l'adapter tout de suite. Les usines sont en construction. Et puis effectivement, dans ce jeu de poker, eh bien, celui qui aura l'usine et qui aura une usine non profitable, les Russes ne les impactent pas, c'est des usines américaines. Et donc effectivement, moi je pense que les Russes, et on le voit sur ce graphe-là, vous voyez, on n'est pas très loin des 10, en $10 par million de BTU. Donc il ne faut pas baisser beaucoup. Et encore une fois, ils ont la capacité de le faire. Et d'ailleurs, ils l'ont dit. Ils l'ont dit il y a quelques mois, le patron de Gazprom Export a dit il n'y aura pas de GNL américain qui rentrera en Europe. Et alors effectivement, ça capte les prix. Effectivement, ça nous limite dans le risque d'upside. Mais d'un autre côté, tout le downside que les Américains ont, on ne l'a pas. Mais effectivement, la conséquence du gaz de schiste, c'est effectivement que vous avez des prix capés. Ce graphe-là est assez intéressant parce que vous comprenez aussi la problématique des populations européennes face à ce graphe-là. Parce que face à ce graphe-là, si vous regardez ce graphe-là, vous voyez que le prix du gaz ou le prix du pétrole, il est aujourd'hui au même niveau qu'avant la crise. Et quand vous comparez ça avec un PIB européen qui est inférieur à celui d'avant la crise, vous comprenez pourquoi on a un problème avec des populations dont le pouvoir d'achat baisse. C'est pas que les impôts, c'est aussi le coût de la commodité et des commodités énergétiques qui a un impact sur le pouvoir des populations, le pouvoir d'achat des populations. Mais quand vous dites que le président du Gazprom Export a dit qu'il n'y aura pas de GNL américain qui va rentrer sur le marché européen. Qu'est-ce qu'il lui offre ces garanties puisque les Américains sont en train de mettre en place des moyens il adaptera les prix. Il adaptera les prix, mais au dernier moment. Et même, il n'y aura peut-être même pas besoin d'adapter les prix. Encore une fois, je me suis bien gardé de vous faire un calcul à 2015 sur le prix du gaz américain. Le prix du gaz, je vous ai dit aux États-Unis, il est de 4 aujourd'hui. S'il devient 5, il est déjà plus rentable, il ne viendra pas de lui-même sur le marché européen. Ah, effectivement, est-ce qu'il va baisser à 3? Je ne pense pas. Mais effectivement, la question c'est combien est-ce qu'il sera entre 4 et 5? Effectivement, s'il est à 4, il suffit de baisser un peu, et s'il est à 5, il n'y a même rien besoin de faire. Alors effectivement, il ira en Asie, dont les prix asiatiques sont totalement indexés pétrole, donc c'est plus la ligne Brent que vous voyez.
mais il ira très peu en Europe. Et les Russes, autant les Russes ont laissé rentrer le charbon américain parce que je pense qu'ils n'avaient pas intégré ça, ils ont été un peu pris par surprise, autant le gaz naturel liquéfié, les Russes ont été pendant longtemps les grands producteurs, les premiers producteurs mondiaux de gaz, ils comprennent ce marché-là. Et donc je pense que là, ils ne le feront pas. Et en plus, ils l'ont dit. Donc je pense qu'il suffit de lire les déclarations qu'a fait ce monsieur. Oui? Can I ask you in English? Yes, I suppose. Are consumers globally starting to benefit from lower gas prices, or are we not seeing any reductions in prices? Especially, I'm interested also in finding out whether American consumers are benefiting from this gas revolution, whether their heating is less costly. So I'll answer in French or in English. Non, en français. En français. Effectivement, les consommateurs américains en ont bénéficié. Les consommateurs américains ont vu leur prix de leur facture baisser. Mais rappelez-vous que dans votre facture gazière ou électrique, le prix de la commodité n'est que 50% du prix, puisque vous avez tout ce qui est infrastructure, taxes, etc. Donc ça ne baisse pas autant, mais ça baisse, effectivement. Et dans le monde? Dans le monde, non, puisque vous voyez, le prix du gaz en Europe, lui, il est resté et vous avez un problème. Enfin, pour répondre à votre question, et si on regarde le Royaume-Uni, les prix gaz et électrique, parce que c'est pas que le gaz, gaz et électrique ont fortement monté ces dernières années. Et ça a tellement fortement augmenté que je vous rappelle que le patron du parti de l'opposition, le Labour, a publiquement pris parti en début d'hiver, après des augmentations de 15% grosso modo des factures des particuliers, a publiquement pris parti en disant que lorsqu'il reviendrait au pouvoir, il imposerait une gelée, un freeze des prix du gaz et de l'électricité pendant 18 ou 20 mois, je ne sais plus, pour se donner le temps de revoir le système britannique de pricing du gaz et de l'électricité auprès des particuliers. Et ça a fait tellement d'impact que le gouvernement au pouvoir a été obligé de revoir un des éléments et une des problématiques du prix du gaz et de l'électricité, surtout du prix de l'électricité en Europe, c'est le coût environnemental, c'est-à-dire les taxes que vous avez en plus sur votre facture qui sont pour la génération du solaire, pour l'éolien, qui se rajoutent à votre prix. C'est-à-dire qu'effectivement, les 42 € par mégawattheure ou 45 ou 50 du coût de l'énergie nucléaire n'ont rien de comparable avec les 150 € par mégawattheure de la génération solaire. Donc effectivement, lorsque EDF vous envoie une facture, il y a un supplément qui est lié à ce que EDF doit payer quand il rachète des tarifs de l'électricité. Et au Royaume-Uni, le discours du Labour a eu tellement d'impact que le gouvernement a décidé de supprimer ces taxes-là sur les factures pour les remettre en taxation générale. Et donc, effectivement, les factures, finalement, n'ont pas augmenté de 15%, mais ont augmenté de 3% en moyenne au Royaume-Uni. Mais encore une fois, ça augmente. Ça augmente. Et c'est ce qui fait, c'est pour ça, je pense que c'est le gros problème de la commission, de la prochaine commission, c'est on arrive à une problématique d'énergie abordable, affordable. En Europe, elle n'est plus affordable et elle est moins affordable, encore une fois. Je crois que c'est ce graphe-là qui est important. Nous avons des prix de l'énergie qui sont ceux de 2008 dans un monde qui n'est plus celui de 2008. Dans un monde où ce qui risque, la grande problématique sur l'Europe de 2014, c'est la déflation. La question qui se pose quand même à l'Europe, c'est, alors, pour faire une politique climatique, il faut des prix énergétiques élevés. Parce que sans prix énergétiques élevés, il y a beaucoup de choses qui ne passent plus sur les ressources non renouvelables, la politique de maîtrise de l'énergie. En même temps, la question qu'elle a à se poser, est-ce qu'elle peut rester à l'écart avec des prix énergétiques élevés alors qu'il y a d'autres régions du monde qui vont aller, en particulier les États-Unis, vers des prix énergétiques plus bas. Donc en termes de compétitivité, on est dans un monde globalisé. Est-ce qu'on peut avoir une Europe déconnectée de ça?
Ou alors, autre question, sur quoi peut-elle faire sa croissance économique si ce n'est pas sur des industries qui consomment de l'énergie avec des prix élevés. Donc elle est quand même dans un dilemme important. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut des prix énergétiques élevés pour faire des politiques climatiques, et de l'autre côté, est-ce que dans un monde globalisé, pour des enjeux de compétitivité, et on voit bien avec ce qui se passe aux États-Unis, est-ce qu'elle peut rester à l'écart d'une baisse des prix telle qu'on peut le noter aux États-Unis? Moi, il me semble que sur l'Asie, les Japonais, quand ils redemandent d'avoir des prix spot sur le gaz, des prix qui soient sur la banderie, sont plutôt, commencent plutôt à dire, les prix énergétiques sont trop élevés. Il faut faire baisser les prix pour entrer dans la compétitivité internationale. La Chine, c'est à part, puisqu'elle subventionne ses prix en interne. Donc déjà, on n'est plus dans les mêmes logiques. Mais l'Europe, elle est dans l'économie mondiale. Donc, est-ce qu'elle peut avoir une voie différente de son système énergétique, des autres parties du monde? Je n'ai pas de réponse, hein. Mais c'est une question qui se pose. Ça sera la grande question qu'aura à traiter le prochain Parlement européen et la nouvelle Commission européenne. On sent bien que c'est la limite de l'exercice. Beaucoup estiment que la politique énergétique de l'Union européenne a échoué. Je ne suis pas de cela. Hein. Elle a atteint ses limites, je dirais, et la limite, elle était qu'on n'avait pas dimensionné ça dans un monde en décroissance. Et dans un monde en décroissance, quid? Je vais présenter quelque chose de politiquement incorrect. Dans un monde en croissance, l'écotaxe était acceptable. Dans un monde en décroissance, elle devient inacceptable. C'est pas une position politique que je prends, mais c'est un fait. Et donc effectivement, vous êtes face à ça. Et dans un monde où on est dans une Union européenne qui est très endettée, où l'objectif c'est de rétablir les équilibres budgétaires, est-ce que l'UE peut consacrer autant de subventions sur ces énergies renouvelables? Elle va avoir, au-delà des chiffres affichés de 20% d'énergie, il va y avoir un moment des enjeux d'équilibre budgétaire, de croissance économique qui vont se reposer à l'Europe. Alors, son discours c'est de dire on veut de la croissance, mais un autre type de croissance. Hein, c'est tout ce qu'on est sous le terme de croissance verte, hein, sous le vocable de croissance verte, mais à ce jour, c'est pas bien ce qu'on y met dans la croissance verte. À ce jour. Et peut-être avant de laisser avoir, juste un supplément, l'Allemagne qui est allée vers une transition énergétique, Energiewende, elle a été faite sur le dos, si je peux dire, des consommateurs. C'est-à-dire que si on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, les industriels ont dit c'est une décision des citoyens. Nous, industriels, on n'a pas à être impactés par ça. Donc, le surcoût, il est payé par les citoyens, c'est-à-dire par les résidentiels. Alors effectivement, l'industrie allemande reste compétitive parce qu'elle bénéficie, et aujourd'hui l'Union européenne pose la question, elle bénéficie d'un prix qui est le prix théorique si les centrales avaient été restées en activité. Et le résidentiel paye le prix théorique de ce qui est la réalité, plus ce que les industriels ne payent pas. S'il n'y a pas de distorsion de concurrence, ça s'en rapproche quand même. Et alors effectivement, le peuple allemand a décidé ça, mais même le peuple allemand aujourd'hui se pose la question. Et aujourd'hui, un des enjeux de la chancelière, c'est ça. Je vous coupe 2 petites minutes de temps. Et l'Allemagne est quand même un des pays de l'UE qui a les plus grands accords avec la Russie sur le gaz, quand même, au-delà de... Oui, il y avait une question. Merci. Merci beaucoup tout d'abord pour cette présentation. J'aurais 3 remarques ou 3 questions. Tout d'abord, peut-être, est-ce que vous pourriez revenir un peu en arrière sur les conditions qui ont permis cette révolution du gaz de schiste aux États-Unis? Vous avez pensé sur les conséquences. Sur ce point, vous aviez mentionné, là je suis tout à fait d'accord, la question des droits de propriété aux États-Unis qui a joué, la question de la régulation et la fiscalité. On sait que c'est à peu près à partir des années 70 que l'État américain a mis en place des dispositions fiscales incitatives qui ont abouti finalement à la révolution du gaz de schiste. Donc toujours avec l'idée des conditions, est-ce qu'il est possible de reproduire ça dans les autres pays européens? Et vous avez parlé du Royaume-Uni, qui, si j'ai bien compris, est le pays européen où aujourd'hui la révolution, enfin du moins le développement du gaz de schiste serait possible.
Et là, ça m'a fait penser sur le fait que en Angleterre, le droit de propriété demeure la souveraineté de l'État, mais ce qui est commun entre les États-Unis et l'Angleterre, c'est ce que certains auteurs appellent un régime de non-propriétaire, c'est-à-dire que même si l'État demeure le propriétaire de ressources naturelles en Angleterre, justement, il n'a pas mis en place une régulation qui visait un contrôle accru sur le taux de déplétion de la ressource, etc. Donc il a mis en place un cadre qui a permis une flexibilité, qui a permis les innovations, etc. Donc, ça m'amène à ma deuxième question qui serait, est-ce que finalement la révolution du gaz de schiste ne peut pas entraîner une espèce d'expansion de ce cadre de régulation libérale aux autres pays producteurs, à l'image un peu de ce qui s'est passé pour le pétrole dans les années 90, où on a eu vraiment une tentative de mise en place d'un régime libéral dans l'ensemble des pays producteurs pour permettre le développement des ressources, etc. Un contrôle moins effectif de la part centrale. Mais enfin, troisième remarque, c'est sur le pétrole de schiste, parce qu'on pourrait aborder un peu la révolution du pétrole de schiste, le pétrole conventionnel, et notamment sur l'angle d'attaque de l'organisation des économies, enfin de l'équilibre politique, économique mondial, avec notamment la question de la sécurisation des flux pétroliers. Est-ce que les États-Unis, j'ai l'impression, j'ai pas trop suivi, mais il me semble que les États-Unis abandonnent déjà un petit peu à la Chine la question de la sécurisation des flux, des défenses, etc. Est-ce que vous pouvez également revenir sur ce point? Merci. Alors, sur les conditions, effectivement, il y en a une que vous avez mentionnée et que je pense être importante. Les États-Unis ont subventionné de la recherche aussi, sur fonds publics. On oublie beaucoup ça, on oublie, les États-Unis c'est toujours vu comme le grand libéral. Les États-Unis financent de la recherche sur fonds publics, ils l'ont financé parce qu'ils avaient une idée, ils savaient que effectivement il y avait ce pic gaz ou pic oil et qu'ils voulaient trouver une solution. Et effectivement, ça a beaucoup marché aux États-Unis parce qu'on a financé la recherche et puis parce qu'on a une analyse du sous-sol qui est extrêmement connue. C'est-à-dire que dans le Marcellus, on sait où sont les sweet spots, etc. etc. Je rajouterai aussi, si vous le permettez, quand même, c'est pas tout à fait le sujet, c'est qu'aux États-Unis, beaucoup de gens oublient, c'est que les données pour faire de la recherche, elles sont publiques. Elles sont publiques et gratuites. Et effectivement, c'est un gros problème en Europe. Si vous regardez, et alors je réponds longuement à votre question, mais si vous regardez le sous-sol américain, effectivement, vous avez de la connaissance, le DOE a cette connaissance. Si on va regarder le sous-sol en Pologne, et c'est un des gros problèmes, il est aux mains de la société d'État PGNiG qui ne veut absolument pas donner ou qui a une tendance très... Enfin bon, vous me comprendrez. Et donc effectivement, c'est ça qui arrête. Et quand je parle de connaissance du sous-sol, c'est de la sismique, et la sismique, c'est pas gratuit à faire. Donc effectivement, si vous allez devoir refaire face, si vous devez refaire des carottes, vous allez devoir déjà embêter les gens, et donc les gens vont se dire, je vois toutes ces sociétés venir faire la sismique, venir faire du carottage, etc. Je ne suis pas très intéressé. Effectivement, si vous avez tout ça dans votre analyse et que vous dites, ben, je pense que ce puits-là et ce puits-là, on peut essayer de voir et on aura une idée, c'est quand même beaucoup plus acceptable pour les populations locales. Dernier point sur les données, petit aparté, les données de consommation et de production aux États-Unis sont connues. Alors, je vous ai montré ces éléments-là. Ma courbe. Alors, effectivement, l'État ne donne pas l'évolution, la projection du pétrole de schiste des États-Unis, mais il donne toutes les autres données. Et cette courbe-là, effectivement, il l'a retracée après, mais elle est donnée. Si vous regardez, si vous voulez savoir la donnée de la demande gazière en Allemagne en 2013, good luck. Moi, j'ai les chiffres de deux organismes allemands. L'un me dit que c'est plus 18%, l'autre c'est moins 2%. Donc effectivement, je pense que l'Europe a, encore une fois, tout n'est pas, c'est pas le règne de l'hyperlibéralisme aux États-Unis. Et je suis, enfin, en tant que chercheur, je suis pour que les données soient publiques, détenues par des publics et gratuites pour les chercheurs, effectivement. Deuxième question, le Royaume-Uni. Alors, vous savez que, je ne sais pas si c'est aussi très libéral, mais le Royaume-Uni, le sous-sol, il est même différent. Les règles du Royaume-Uni, ça appartient à la reine, essentiellement. Parce que même le sol ne vous appartient pas au Royaume-Uni. Quand vous construisez votre maison, vous payez un droit de propriété, vous payez un ground rent, pas à la reine, mais enfin aux nobles locaux.
Et donc il y a ça. Alors par contre, vous avez tout à fait raison. L'État, lorsque vous avez une concession, ne regarde pas les taux de déplétion. Et effectivement, c'est une des très grandes différences, et vous avez tout à fait raison, et c'est une des très grandes différences qui a fait peut-être la fortune et qui aujourd'hui pose gros problème au Royaume-Uni, c'est qu'effectivement, la vision d'un État, et c'est ce que Catherine rappelait, est totale, c'est la maximisation de la rente sur le long terme. Et je vous dis, sur le long terme, c'est très compliqué à faire. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on n'a aucune idée ni des prix, ni de la demande, ni de l'offre. Hein. Donc effectivement, c'est à Paris. Si vous regardez comment c'est fait, l'État des Pays-Bas, pour Groningen, décidait, alors ça a changé la semaine dernière, mais décidait de donner un taux de production pour 10 ans. Donc vous aviez une concession pour Groningen de 425 milliards de mètres cubes sur 10 ans. Alors après, vous faites comme vous voulez, mais grosso modo, vous faites 42,5 milliards de mètres cubes par an, sauf les hivers où il fait très froid, et sauf les hivers où il fait très chaud, vous adaptez comme ça. Au Royaume-Uni, ça n'a pas été le cas, effectivement, comme vous l'évoquiez, comme c'est essentiellement des sociétés privées, elles ont maximisé le retour sur investissement, c'est-à-dire qu'elles ont maximisé les volumes qu'on sortait immédiatement, et donc effectivement, aujourd'hui, le taux de déclin du Royaume-Uni est extrêmement élevé, hein, on est arrivé à des taux de déclin de plus de 20% par an, certaines années, alors que ce n'est pas le cas aux Pays-Bas ou dans le reste de la mer du Nord. Effectivement, alors pour le gaz de schiste, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'importance parce que le taux de déclin est très rapide. Hein. Mais effectivement, chaque pays va voir ça différemment. Et je ne pense pas que le Royaume-Uni va changer, mais effectivement, dans les autres pays, la question se posera. Mais encore une fois, les Hollandais sont souverains sur leurs propres ressources et ont des problématiques très spécifiques. Groningen a une règle, les small field policy c'est une autre règle, etc. Et je pense que les États pourront adapter. Mais encore une fois, les États ne pourront l'adapter que si on leur donne des informations. Et sur le pétrole de schiste aujourd'hui, quand vous parlez à Schlumberger, sur le taux de déclin, personne ne la connaît la courbe. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait que la courbe de production d'un gaz de schiste, c'est une courbe qui est en cloche, qui dure 2 ans et ensuite avec un taux de déclin, une queue de déclin très longue mais très fine. Sur le pétrole, on n'a pas cette connaissance. Alors, dernier point sur le pétrole de schiste. Alors, effectivement, si j'étais conseiller de quelqu'un de puissant en Europe, je dirais que c'est plutôt vers le pétrole de schiste qu'il faut se tourner que vers le gaz de schiste. D'abord parce que la profitabilité, elle est supérieure. Deuxièmement, parce que, effectivement, vis-à-vis de la population et vis-à-vis de l'explication vis-à-vis des populations, c'est, je crois, plus simple de parler de pétrole de schiste que de gaz de schiste. Et pour une raison assez simple, c'est que si vous demandez aux Français d'où vient le gaz, je ne suis pas sûr que vous ayez une réponse très structurante. Et ceux qui le connaissent vous diront ça vient donc de la Russie, de la Norvège et du Qatar. Maintenant, si vous demandez aux Français d'où vient le pétrole, la réponse là est plus, je pense, sera plus clivante. Ils vous diront peut-être pas l'OPEP, mais ils vous diront ça vient du Moyen-Orient. Et quand vous poserez la question suivante après, si vous venez à poser la question suivante en disant est-ce que vous préférez que l'on envoie $100 par baril aux grands régimes démocratiques que sont l'Arabie Saoudite, l'Iran aujourd'hui, puisqu'on pourra peut-être faire ça, ou d'autres, ou est-ce que vous préférez qu'on essaye de chercher chez nous? Je pense que la réponse pourrait être différente de celle du gaz. Effectivement, c'est pour ça que je parle du pétrole de schiste. Je pense vraiment qu'on a raté la révolution du gaz de schiste, mais peut-être qu'on pourrait regarder celle du pétrole de schiste. Dernier point, effectivement, la géopolitique va changer. La géopolitique va changer et la géopolitique change. Alors, vous avez vu, quand j'avais écrit mon livre il y a 1 an et demi, j'avais dit que finalement, je pense que l'accord hystérique entre les
les Américains et le Moyen-Orient, et en particulier l'Arabie Saoudite, va se détendre. Parce que pour l'Américain moyen, si vous avez du pétrole chez vous, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'envoyer des Marines se faire tuer dans des zones où on ne comprend pas ce qui s'y passe? De toute façon, qui que ce soit qu'on ait défendu, on s'est fait tirer dessus. Et donc, effectivement, et vous voyez le président américain aujourd'hui, il n'intervient de moins en moins. Donc, l'Amérique responsable de la sécurité mondiale, finalement, ça va passer. Je rappelle aussi un élément, et je pense qu'il faut intégrer ça ensuite. Si les Américains ne le font pas, qui va le faire? C'est pas gratuit, ce genre de service. Je vais vous donner un chiffre qui est déclassifié et que j'avais eu dans les années 2005. Donc, prenez ce que vous prenez du chiffre. L'État américain estimait que la sécurité dans cette zone du monde lui coûtait en moyenne 7 $ par baril. Et le baril à l'époque valait 22. Donc, effectivement, alors, je suppose, je n'ai pas eu la définition du chiffre, donc je ne sais pas comment on est arrivé à ce chiffre-là. Enfin, ce que je veux dire, c'est que envoyer la 5e flotte au large de ces côtes-là, vous payez les Marines. Alors, on dirait, vous les envoyez, si vous ne les envoyez pas là, vous les enverrez ailleurs. Mais enfin, vous les payez. Vous avez des accords de coopération que vous payez. Effectivement, si vous... Et on parlait d'État endetté. Si vous êtes dans un État endetté et vous vous dites je vais commencer à couper ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, c'est que finalement, les Marines ils peuvent rester dans la baie de San Diego et vous n'avez pas besoin de leur payer un supplément pour des OPEX. Et ça vous coûte moins cher. Et les Marines en plus sont plus contents. Je suppose que rester à San Diego c'est plus sympa qu'aller au large des côtes d'Arabie. Donc effectivement, vous allez avoir ça, et donc effectivement, l'Europe ou la Chine va devoir se poser la question, est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on est capable de payer? Moi j'ai une question. Est-ce que tu as une idée à partir de quel prix du baril les shale oil ne sont plus rentables? Parce que quand même la grande découverte des shale gas là, c'est que sur Henri passe à 400 $ par baril en BTU. Est-ce qu'on peut avoir la même situation sur le pétrole? Ou est-ce qu'il faut quand même un prix du baril de 100 $? Non, je pense que le prix du baril, on devrait avoir le coût marginal doit être aux alentours de 75 $ par baril. Mais ce qui est assez intéressant, je n'avais pas fini la réponse, mais moi j'ai oublié cet élément-là, c'est dans la dernière étude qu'ont publiée l'administration américaine, la IE, l'administration américaine qui dépend du DOE, ils ont regardé la ressource estimée de shale oil et shale gas dans le monde. Et il y a un paragraphe qui est très intéressant, qui est la politique des États-Unis. Est-ce que la politique des États-Unis, ça doit être confrontation or collaboration? Et c'est très important, c'est-à-dire effectivement, est-ce que les États-Unis, avec 100 $ ont intérêt à laisser faire, ou est-ce que les États-Unis ont intérêt à finalement entraîner les prix vers le bas, puisque le prix du pétrole est un prix mondial. Alors il n'est plus tout à fait, puisque le WTI a un peu décroché du Brent. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que l'administration se pose la question, c'est écrit, on peut imaginer que si ça a été écrit par l'administration, c'est qu'elle se pose la question. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on imagine la réponse à la question, vous avez deux solutions. Effectivement, vous avez des prix à 100 $. Les prix à 100 $ permettent de faire tenir les régimes comme la Russie. Il n'y a pas de problème. Ça permet de faire tenir les régimes au Moyen-Orient, ou du moins ça permet aux Chinois et aux Européens de gérer le problème, mais ça permet de faire tenir la Russie. Et des prix à 75 $ ne font pas ça, donc vous n'avez pas cet élément-là. Et les prix à 100 $, ils ont un autre avantage, c'est qu'effectivement c'est plus cher pour tout le monde, mais pour les États-Unis, vous avez un recyclage de l'argent. C'est-à-dire ces 100 $ que vous payez aux producteurs texans. Pour les Européens ou les Chinois, c'est 100 $ que vous payez à un autre pays. Et donc effectivement, on pourrait imaginer que les prix
pourrait fortement baisser, enfin pourrait baisser d'une dizaine de dollars, d'une vingtaine de dollars, mais c'est pas sûr que ça soit dans l'intérêt des États-Unis. Oui, je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut même aller plus loin sur un scénario totalement fantaisiste, mais le coût marginal de production du pétrole, c'est quand même en Arabie Saoudite qui reste le plus bas. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Arabie Saoudite, justement, faire ce que la Russie peut faire sur le gaz, veuille tuer les shale oil en faisant baisser le prix, en inondant le marché et en faisant baisser le prix? Est-ce qu'elle a encore les moyens de le faire? Et est-ce que c'est un scénario qui serait envisageable? Parce que quand même ce que tu nous as montré, c'est que la Russie, là, les proches des shale gaz européens, si elle accepte un peu de baisser son prix, elle peut quand même jouer là-dessus. Est-ce que l'Arabie Saoudite peut faire la même chose, ou le Moyen-Orient, sur le pétrole? Oui, alors, je ne suis pas ministre du pétrole, mais je peux répondre sans. Deux choses, oui, je pense que ce n'est pas forcément l'Arabie Saoudite, parce que ce qu'on appelle la capacité additionnelle qui est libre, la spare capacity, elle est finalement assez faible dans le pétrole. Encore une fois, dans le gaz, pour vous donner un ordre de grandeur sur le gaz, quand même, sur. Où est-ce qu'il est mon gaz? La spare capacity du Gazprom en production, la capacité qu'a Gazprom de production qu'il n'a pas utilisée l'année dernière, c'est de l'ordre de 130 milliards de mètres cubes. Donc effectivement, ils auraient pu grosso modo mettre le double de volume sur le marché européen. Pour l'Arabie Saoudite, grosso modo dans le monde du pétrole, pour donner des unités, encore une fois, c'est 90 millions de barils par jour. La capacité résiduelle non utilisée, elle est de l'ordre de 2 à 3 millions de barils par jour. Donc c'est pas énorme. Par contre, je pense que la question, elle se pose si l'Iran revient. Si l'Iran revient. Et d'ailleurs, encore une fois, moi je lis les déclarations des ministres. L'Iran a bien dit lors de la réunion de l'OPEC, la dernière réunion de l'OPEC, nous produirons notre quota, nos 4 millions de barils par jour, qui n'ont pas pu produire en ce moment, puisqu'ils étaient sous embargo, même si le pétrole venait à baisser à $20. Donc effectivement, mais eux, je pense que c'est plus à l'intérieur de l'OPEP que contre le shale gaz, que shale oil. Mais effectivement, la question. Voilà, parce que les shale oil, c'est quand même des coûts de production. Tout ce qui est le pétrole non conventionnel, c'est quand même des coûts de production largement supérieurs à ce qu'il y a quand même au Moyen-Orient aujourd'hui. Oui. Donc, moi je suis assez d'accord avec toi. Tout le monde aujourd'hui a intérêt à avoir $100 le baril. Les pays consommateurs, parce que ça justifie leur politique de maîtrise de l'énergie, leur diversification. Les pays producteurs entiers, parce qu'ils ont besoin de ça pour leur population. Et puis tous les nouveaux producteurs, parce que tout le pétrole non conventionnel, il faut quand même un prix relativement élevé. Quand même, donc c'est vrai que tout le monde a intérêt à $100, mais une guerre des prix, on a déjà vu en 86. Ah oui, c'est pour ça que on a déjà vu en 86 une guerre des prix mortelle pour le peuple, pour beaucoup d'autres. C'est pour ça que je pense qu'elle, s'il y a, elle viendra peut-être plus d'Iran. Donc, chaque fois que je vois le revue de l'OPEP, beaucoup de fois, ils blâment les prix sur la spéculation, pas sur l'équilibre de l'affaire et de la demande. Alors, avec les prix dans le marché du pétrole, souvent, c'est la conséquence de la spéculation dans les marchés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Alors, ils blâment la spéculation, mais ils veulent un prix de l'ordre de $100. Donc, ils ont exactement ce qu'ils veulent. Donc, voilà. Je dirais que ce sont d'excellents spéculateurs. Parce que si tu continues à lire, ils disent toujours mais nous avons beaucoup de réserves, il y a beaucoup de fer, alors le prix devrait être plus bas. Mais c'est pas nous qui fait que le prix c'est comme ça, c'est le spéculateur. Enfin, l'OPEP a une politique d'avoir plus de $100. C'est la politique officielle de l'OPEP. Je n'ai pas lu les dernières déclarations, mais je pense que c'est ça. Alors effectivement, la question de la spéculation, elle existe. Moi, je suis prêt à y répondre. Aucune étude n'a prouvé que la spéculation faisait monter ou baisser les prix. La spéculation accroît la volatilité, effectivement.
parce que effectivement, on est dans un domaine où les marchés, et ça c'est quand on a décidé de libéraliser, hein, vous pouvez pas, on ne peut pas comparer un prix fixe et un marché. Si vous voulez un prix fixe, vous décidez que c'est un prix fixe. Si vous voulez un marché, vous allez avoir différents acteurs qui vont avoir une vue différente du marché. Et je reprends mon exemple de l'Allemagne. Étant donné que vous avez peu de chiffres sur la demande allemande, ben effectivement, vous allez avoir des gens qui, dans le marché, vont prendre l'analyse, ben c'est les chiffres qu'on nous donne qui sont à plus 18 ou c'est les chiffres qu'on nous donne qui sont à moins 2. Et donc, effectivement, vous allez avoir des prix différents, vous allez avoir des gens qui ont des visions différentes et in fine, ben, oui, le prix va arriver à quelque chose, mais on arrivera parce qu'on aura le bon chiffre. Et c'est pour ça qu'un des moyens de réduire la spéculation et un des moyens de réduire la volatilité, c'est les chiffres. C'est les chiffres. C'est de vrais chiffres, pas des chiffres, c'est de vrais chiffres. Comme vous dites en manière de la spéculation, pourquoi est-ce que comme vous avez dit tout à l'heure, si le retour de l'Iran sur le marché est si attendu, pourquoi est-ce que le peuple n'essaie pas de favoriser son retour pour permettre un retour au prestable du baril? Parce que de temps à autre, on dit oui, sur le marché, il n'y a pas assez de barils, mais pourtant, on continue à maintenir un embargo sur l'exportation de l'Iran aussi. Alors, que l'Iran revienne à la table de négociation, c'est acquis. Que les sanctions soient levées, on en est très loin. Hein. Et encore une fois, c'est là où les acteurs de marché ont une vision différente. Oui, vous pouvez avoir une vision où l'Iran claque la porte et on revient à une situation dure. Vous pouvez avoir une vision où tout se passe mieux. Mais encore une fois, c'est deux mondes différents. Je n'ai pas la vraie vérité. Le marché se pose des questions et donc il y a des gens qui ont des visions diverses et variées. Je vais vous montrer, je reviens sur ce graphe-là. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est montré? Non, où est-ce qu'il est? Ça, je vous ai dit que c'est les unités de liquéfaction en cours de construction. Hein, celles qui ont une décision finale d'investissement. C'est-à-dire que si vous allez sur le site de ces sociétés, elles disent à leurs actionnaires, j'ai décidé d'investir X milliards de dollars dans ces unités-là. L'Iran est le premier pays au niveau de la ressource gazière, d'après les données statistiques que l'on vit. Si l'Iran revient dans le concert des nations, elle récupère une possibilité qui est celle d'utiliser la technologie occidentale. Et les technologies de liquéfaction sont des technologies occidentales. Donc l'Iran ne pouvait pas vendre son gaz et l'exporter parce qu'il n'avait pas l'accès à la technologie de liquéfaction. Nous savons tous que toutes les sociétés pétrolières ont réfléchi à des projets en Iran. Hein, le champ s'appelait Southpar, et de mémoire, sans trahir des secrets d'État, je pense que j'ai vu des chiffres jusqu'à Southpar 18 ou Southpar 20. Donc il y avait différentes sociétés qui avaient des projets d'avoir des unités de liquéfaction. Alors, si l'Iran revient, eh bien effectivement, tout le monde va se tourner vers l'Iran, puisqu'on sait, alors là on sait faire, puisque d'abord on a très longtemps réfléchi à comment on pouvait faire, et deuxièmement on a fait au Qatar qui est sur le même champ. Donc effectivement, vous prenez le dossier qui est dans la pile qui s'appelait Qatar, vous réactualisez les chiffres et vous faites en Iran. Et ça change la donne. Mais encore une fois, aujourd'hui on en est très très loin. Et je vous rappelle, l'ironie du sort, c'est qu'on en est là parce qu'on a eu des sanctions très dures avec l'Iran. Donc effectivement, le chemin n'est pas le chemin diplomatique et le chemin économique n'est pas une longue pente tranquille dans un sens ou dans l'autre. Il y a des à-coups et un à-coup peut durer une dizaine d'années. Est-ce que le gouvernement américain pourrait limiter les exportations de GPU? Alors, on a des idées un peu plus claires là-dessus? Oui, c'est un des éléments que je n'avais pas évoqué sur cette slide-là. Donc, vous avez sur cette slide les projets américains. Et puis vous avez trois informations qui sont les autorisations nécessaires pour ces projets-là.
Donc l'État étant souverain sur la ressource, il doit autoriser ou pas les exportations. Alors, vous avez deux niveaux d'exportation autorisés au niveau des États-Unis, ce qu'on appelle FTA et non-FTA. Alors FTA, c'est pour les pays avec lesquels les États-Unis ont un accord de libre-échange. Alors, de facto, quand vous avez un accord de libre-échange, vous êtes obligé d'autoriser. Donc vous voyez, c'est tous FTA approved, c'est accepté pour tous les pays avec lesquels les États-Unis ont un accord de libre-échange. Je ne peux pas dire j'ai un accord de libre-échange, mais je ne veux pas sur ça. Et puis le reste, c'est non-FTA, donc c'est tous les autres, et c'est essentiellement des pays consommateurs de GMM, et donc là, vous avez besoin d'une autorisation. Et vous voyez que certains ont eu une autorisation. Alors, beaucoup de gens se focalisent sur ça, c'est pas mon cas. Moi, ce que je regarde, c'est l'autre, c'est l'autorisation de la FERC. Alors la FERC, c'est le régulateur. C'est celui qui va vous donner l'autorisation de construire et d'opérer votre usine. Et quand vous regardez le coût de ces demandes d'autorisation, celle auprès de l'administration américaine, c'est, je crois, $10 et le cabinet d'avocats que vous employez. Alors, on va faire à la grosse, on va dire que ça vous coûte $200 000. Et les avocats sont chers. Pour la FERC, c'est un gros projet, c'est un gros document que vous devez regarder, comme quand vous construisez une usine en France. Hein. C'est-à-dire que vous devez expliquer aux autorités ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, si vous allez respecter les règles environnementales, etc. etc. C'est quelque chose qui, normalement, coûte plus de $50 millions et prend plus de 2 ans. Et donc, mon analyse, c'est que lorsque les sociétés ont déposé un dossier à la FERC, ce dossier vous déposez par petits bouts, hein, vous envoyez, on vous pose des questions, vous renvoyez les réponses, etc. Lorsqu'elles seront arrivées au stade ultime où elles auront l'autorisation de la FERC, si elles n'ont pas les autorisations des autorités américaines, elles se retourneront vers les autorités américaines en disant il faut nous autoriser. Donc moi je pense que la limite ne sera plus une limite dans le temps et une limite financière que la limitation des autorités FTA et non-FTA. Je pense que tout projet qui aura une autorisation FERC aura in fine une autorisation de FTA et non-FTA. Parce que la question qui s'est posée au gouvernement, qui s'est posée et qui se pose au gouvernement américain, vous voyez bien qu'aujourd'hui il n'y a pas d'exportation. Donc du coup sur le hub Henry, tous les shale gaz produits se retrouvent à alimenter ce hub Henry, à faire baisser les prix. C'est sur cette baisse des prix qu'ils refont la croissance économique. S'ils acceptent des exportations massives parce que les prix seront plus élevés en Asie ou en Europe, la crainte du gouvernement américain, c'est de faire augmenter les prix sur le hub Henry. Et donc, du coup, de ne pas organiser la surliquidité du hub Henry qui fait baisser les prix pour leur industrie. Donc ça, c'est une question que le gouvernement américain s'est longtemps posée, mais à laquelle tu n'as pas l'air de... Non, je n'ai pas l'air d'y croire parce que les économistes... Non, les économistes avaient proposé une bonne solution au gouvernement Obama. Ils avaient proposé, lorsque le gouvernement Obama s'est posé la question, je rappelle en plus que le gouvernement Obama n'est pas un gouvernement pro-pétrolier ou pro-gazier. Hein, c'est les républicains, historiquement, aux États-Unis. Et donc, il s'est posé cette question-là avec des lobbies très forts, en particulier des pétrochimistes, qui, effectivement, racontaient ce que tu évoquais. Il a été proposé au gouvernement américain quelque chose d'assez simple au niveau économique, qui était de dire, si vous voulez limiter, la seule façon de limiter, c'est de vendre les licences. Comme vous vendez des licences de téléphonie mobile. Or, ce n'est pas ce qui a été choisi. Et mon analyse, elle est que lorsque le gouvernement donne une autorisation, il va être très difficile de dire je la donne à un tel parce qu'il est gentil et je ne la donne pas à un tel parce qu'il n'est pas gentil. Parce que ça, aux États-Unis, ça entraîne un procès. Et ça entraîne un procès que le pas gentil risque de gagner. Il suffit qu'il prouve qu'il est gentil. Donc, je pense que le gouvernement américain a décidé de faire comme ça pour une autre raison qui est plutôt celle-là. C'est que si les États-Unis exportent de façon moyenne, enfin les 50, le niveau que j'ai d'exportation, où est-ce qu'il est mon niveau d'exportation ici, mes 50 millions de tonnes, 60 milliards de mètres cubes par an, c'est 5% de la consommation mondiale de gaz. S'ils exportent, eh bien, comme je l'ai dit, les prix
ne vont pas s'aligner, mais seront avec une différence de prix liée au coût de transport et au coût de liquéfaction. Et si vous regardez ça et que vous êtes dans l'administration Obama, vous vous dites finalement, en exportant, effectivement, je ne garantis pas que mes prix restent à 3 $, mais 3 $ par million de BTU, c'était peut-être en dessous du coût de production, mais je sais que quel que soit leur niveau, s'ils sont entre 5 et 7, les Chinois payeront entre 12 et 14. Et donc effectivement, je garantis un spread. Alors effectivement, le spread, il n'est pas celui qu'on avait vu en 2012, 3 d'un côté, 18 de l'autre, mais il y a quand même un spread. Hein, et ce fameux spread de non-compétitivité que l'Europe a, les Chinois, enfin l'Asie l'aura aussi. Et donc effectivement, au niveau d'une politique énergétique, vous pouvez dire aussi, effectivement, je ne garantis pas des prix bas tout le temps, mais je garantis un spread. Mais dans ce raisonnement-là, tu pars quand même en gros sur des exportations de l'ordre de 60 milliards de mètres cubes. Oui. Parce que moi j'avais vu des chiffres, ils donnaient même jusqu'à 140 milliards. C'est-à-dire, en gros, l'équivalent des exportations russes aujourd'hui sur des exportations américaines. Et ça change les données quand même d'un marché international. Oui, alors. Qui vont jusque-là. Alors moi je suis en 2020, hein, et effectivement, quand on a publié, enfin nous on a fait l'analyse et on s'est mis sur ces chiffres-là il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans on était, oui, il y a presque 3 ans même. Il y a 2 ou 3 ans on était vraiment les seuls dans le marché à donner ces éléments-là. Alors effectivement après il y a la surenchère des analystes. Chacun se dit on rattrape le chemin. Je crois quand même qu'il faut avoir de l'argent et le temps pour le faire. Et encore une fois, chacune de ces lignes-là, c'est 5 milliards de dollars à l'unité. Et chacune de ces lignes-là, c'est 3-4 ans une fois que vous avez toutes les autorisations. Et encore une fois, vous voyez bien, on est en 2014, il n'y en a qu'un qui est en construction. L'affaire n'a pas encore donné ses autorisations pour les autres. Et même si les autres venaient à être toutes autorisées, vous en avez pour le moment que 3 ou 4 autres qui ont ces éléments-là. Donc je ne pense pas être dans des chiffres qui soient la surenchère aujourd'hui, enfin 140 à l'horizon 2020 me semble juste pas possible, ni financièrement, ni avec le timing dans lequel on est. Alors maintenant, effectivement, à un horizon plus long, la question se pose, mais la question, elle peut se poser aussi différemment, elle peut se poser de tout le gaz conventionnel qui est en Alaska, que les États-Unis exportaient historiquement par liquéfaction. Le champ a été déplété, mais il y en a d'autres. Donc effectivement, on peut aussi, à partir de là, faire des unités de liquéfaction. Mais je pense qu'il est... vous voyez, même le Canada est apparu sur cette liste-là. Le Canada a autorisé 7 projets, le gouvernement du Canada, enfin c'est fédéral au Canada, donc a autorisé 7 projets. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se feront. Et en plus, au Canada, l'intérêt des projets, c'est de les faire près des Chinois, donc sur la côte ouest. Or, effectivement, il va falloir créer des pipes pour amener ce gaz sur ces zones-là. Il faut traverser des montagnes et traverser des champs appartenant, enfin des zones de terre appartenant aux populations historiques. Hein. Donc, effectivement, ça ne va pas être si simple que ça. Les exportations gazières du Canada qui étaient destinées aux États-Unis vont se retrouver où? Plutôt Asie, plutôt... Parce que les États-Unis redevenant autosuffisants, voire exportateurs, oui. Tout ce qui était organisé pour approvisionner le marché, en particulier à partir du Canada, se retrouve sans débouché. Effectivement, et donc c'est pour ça que le Canada apparaît là et donne son autorisation pour les projets, parce que pendant longtemps, le Canada s'est dit je vais attendre que les États-Unis mettent en place ces unités d'exportation, ces unités de liquéfaction, parce que ce sera moins cher au Canada. Moins cher aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, encore une fois, l'infrastructure est là et il n'y a que l'unité de liquéfaction au Canada, il va falloir tout construire. Mais effectivement, ils se rendent compte que si ça prend du retard, eh bien, ils vont se retrouver dans une situation où la monétisation de leurs ressources ne sera pas là, ce qui est exactement ce qui s'est passé sur un des pipes il y a quelques jours, hein, où l'administration du Canada a dit à l'administration américaine, écoutez, décidez ou pas de ce pipe-là, parce qu'on ne peut pas rester dans l'expectative pendant des années sur cette décision-là. Puisque pour nous, c'est de la monétisation de la ressource. Hein. On a parlé beaucoup avant la révolution de Shell, qu'en 10 ou 20 ans,
l'économie chinoise serait la première économie mondiale, que le renminbi serait la nouvelle économie mondiale et que l'économie, la première puissance de le 20e siècle serait la Chine. Mais est-ce que vous pensez qu'avec cette révolution énergétique aux États-Unis, maintenant, on va peut-être avoir une autre American Century? Ça montre que les États-Unis ont une capacité de résistance et de résilience et de rebond extraordinaire. Ça montre qu'effectivement, le système américain peut renaître à des moments où on ne l'attendait pas. Je pense que le système chinois, enfin je ne pense pas que le système chinois s'absente. Je pense que le shale gaz et le shale oil en Chine existent. On imagine que le shale gaz, les Chinois en soient les plus gros, qui en est la plus grosse ressource soit en Chine. La problématique en Chine, et je terminerai peut-être par là sur la recherche, la problématique du shale, c'est de trouver une recherche qui réponde aux problématiques géologiques, aux problématiques économiques et aux problématiques environnementales. Et qu'elles soient acceptées par les gens. D'accord ? Aujourd'hui, la fracturation hydraulique avec de l'eau pose problème. Elle pose problème aux populations parce que, effectivement, on imagine et qu'est-ce qui se passe si la nappe phréatique est polluée. Alors, et je comprends que ça pose problème en France, parce qu'il faut savoir que la France est un des plus gros exportateurs d'eau minérale. Donc je suis absolument conscient de ce problème-là. La question se pose en Chine, non pas pour des questions d'environnement, mais pour des questions d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et donc effectivement, il faut laisser aux chercheurs la possibilité de résoudre ce problème-là. Peut-être qu'il n'est pas soluble, je ne sais pas. Mais tant qu'on n'aura pas cherché, on n'aura pas trouvé. Un des éléments, on peut trouver des éléments, on peut faire de la fracturation, on faisait de la fracturation, on peut faire de la fracturation électrique avec des arcs électriques, ça ne marche pas très bien. On peut faire de la fracturation avec du gel de propane, mais le propane ça s'enflamme et je ne suis pas sûr que ça soit meilleur. Mais on peut essayer d'imaginer d'autres procédés. Je sais pas, on peut imaginer un procédé où on est de moins en moins d'eau peut-être. Et on peut imaginer même des procédés avec du CO2 liquide. Et vous laisserez le CO2, ça serait la séquestration de CO2. On peut imaginer beaucoup de choses. Encore une fois, je n'ai pas la compétence pour le faire, je n'ai pas la compétence pour le trouver, mais je suis sûr qu'il y a des équipes qui ont cette compétence-là. Et je suis sûr qu'en Europe, on est très très bien doté avec ces équipes-là, parce que l'Europe a pendant longtemps cherché dans le shale pour utiliser le shale, le schiste, comme endroit où mettre des déchets nucléaires de long terme. Donc la recherche, elle a été faite. Et il y a de très grands laboratoires européens qui ont fait ça. Alors effectivement, ils n'ont pas cherché dans bon shale, ils ont cherché dans un shale très compact. Or, on va aller dans un shale peu compact. Mais encore une fois, je ne doute pas de la capacité des chercheurs, étant moi-même chercheur, à s'adapter. Si on leur dit aujourd'hui il ne faut plus chercher dans ce sens-là, mais il faut chercher dans ce sens-là, les équipes sont là, les éléments de mesure sont là, tout est là. Donc on peut le faire. Et encore une fois, laissons-leur le temps de trouver. Aux États-Unis, ils ont trouvé avec des contraintes qui étaient les leurs, qui sont des contraintes qui sont effectivement moins environnementales, avec moins de problématiques environnementales qu'en Europe. Mais les problématiques environnementales augmentent aux États-Unis aussi, rassurez-vous. Et effectivement, bien, je pense que les sociétés pétrolières cherchent sur ça, parce qu'effectivement, si vous trouvez avec beaucoup moins d'eau, eh bien, vous avez une acceptabilité des populations européennes et vous avez une possibilité de le faire en Chine. Et donc, effectivement, je crois qu'il faut, il faut absolument laisser la recherche sur ces sujets-là, parce que, effectivement, certains problèmes sont inacceptables par les populations locales, et à juste titre. Et encore une fois, on doit pouvoir dire, bah, écoutez, vous n'acceptez pas ça, mais est-ce que si on cherche dans cette direction-là, et si on trouve, est-ce qu'on peut se reposer la question, le temps de chercher, le temps de trouver? Je terminerai en disant une chose, je pense qu'aux États-Unis, ce qui a fait du mal à cette industrie-là, et ce qu'on n'aura pas en Europe, et c'est aussi un avantage de l'Europe, c'est qu'on n'a pas été capable de regarder l'état de l'environnement à l'instant zéro.
C'est-à-dire qu'effectivement, on a fait de la fracturation, il y a eu certains problèmes, plus ou moins réels, je ne sais pas. Mais ce que je ne sais pas, c'est si le problème était lié à ça ou avant ça. En Europe, et ça c'est une des grandes demandes de l'Union européenne et ce qui sera mis en place au Royaume-Uni et ce qui sera mis ailleurs, partout en place ailleurs, c'est les sociétés qui voudront intervenir sur ce sujet-là devront faire un état des lieux à l'instant t égale 0. C'est-à-dire comment est l'eau, comment est l'air, comment est le champ. Et effectivement, vous devez rétablir ces éléments-là et si vous ne rétablissez pas, il y a des amendes.